Bonjour à toutes et tous. Nous sommes en direct donc des locaux de Léonard dans le 12e arrondissement de Paris. Alors Léonard Paris, c'est un peu l'antre des entrepreneurs engagés dans la transformation des villes et des territoires de demain. C'est donc tout à fait logique que nous vous retrouvions ici. On est très, très heureux d'être avec vous. Merci de nous accueillir d'ailleurs, Léonard, dans le cadre du festival Building Beyond qui se tient en ce moment même et jusqu'au 25 juin. Vous trouverez le programme de tout cela en ligne. Alors le thème aujourd'hui est le suivant, les nouvelles géographies de la réindustrialisation. C'est la 5e et la dernière table ronde du cycle Industrie et territoire bas carbone, un cycle qui est organisé, donc je vais citer tous les partenaires et les remercier très vivement pour leur engagement. Léonard donc du groupe Vinci, Valgo, les médecins de la Terre, Energy Observer Foundation, OPO Conseil et la Société d'encouragement pour l'industrie nationale, pour n'oublier personne. Merci à ces partenaires. Donc pour le contexte, c'est fait, je pense qu'on peut avancer. J'aimerais maintenant vous présenter nos invités que je suis très très heureux d'accueillir aujourd'hui. Alors nous avons à distance aujourd'hui Isabelle Patrier qui est directrice France de Total Energy. Bonjour Isabelle. Bonjour à tous. Merci d'être avec nous. Nous avons également Anaïs Voigilis qui est experte des sujets de réindustrialisation et directrice associée au sein du cabinet June Partners. Bonjour. Bonjour Anaïs. Enfin, nous avons François Boucher. Bienvenue François, président directeur général de l'entreprise Valgo, comme je l'ai cité, Valgo, les médecins de la Terre. Bonjour à tous. Déjà, est-ce que vous pouvez me certifier que j'ai écorché aucun de vos titres professionnels? Est-ce qu'on est à peu près bon à ce niveau-là? Tout va bien. Allons-y. Alors, je vous propose qu'on reparte tout simplement de l'objectif revendiqué du cycle pour lequel nous nous retrouvons aujourd'hui. Alors, je vais citer, j'ai fait mes petites recherches moi aussi, et la vertu de ce cycle est d'encourager les actions conduisant à réduire les émissions carbone des usages et pratiques industrielles. L'objectif est beau. Ce qu'on va essayer d'aborder aujourd'hui, c'est le sujet de la décarbonation. La décarbonation, c'est un peu le sujet phare dans les médias quand on parle d'industrie vertueuse dans les médias en ce moment. D'ailleurs, vendredi dernier, Michael Trabia, que je salue, CTO de Orange, sortait un ouvrage collectif qui s'appelle « L'important, c'est le CO2 ». Le timing ne pouvait pas être meilleur. Avec des contributions de dirigeants de l'ARCEP, d'Allianz et de plein d'autres entreprises, le cercle des économistes et j'en passe. Alors, sans vouloir faire un pied de nez aux organisateurs de ce cycle, bien entendu, est-ce qu'on ne se focalise pas un petit peu trop sur le carbone, justement, lorsqu'on parle de diminuer les externalités environnementales de l'industrie? Je vais commencer avec Anaïs. Merci Aurélien. Alors, c'est en effet une vaste question sur laquelle il y a un certain nombre de débats. Et je dirais que quand on parle de décarbonation, c'est peut-être lié à notre niveau de maturité, notre capacité à appréhender les transformations en cours, et notamment les risques liés au changement climatique. Aujourd'hui, tout le monde a pris en compte l'élément carbone, presque toutes les entreprises l'ont intégré. Et déjà, en termes de décarbonation, il y a encore des efforts à faire. Et il y a déjà un premier effort qui préconstituait que toutes les entreprises mesurent leur empreinte carbone en scope 1, c'est-à-dire les émissions de gaz à effet de serre de l'entreprise, mais aussi en scope 2, c'est les émissions indirectes liées à l'énergie, et le scope 3, ce sera encore mieux, c'est toutes les autres émissions. Pour arriver à cette mesure carbone, il faudrait qu'on envisage à la fois une standardisation des mesures et une plus grande base de données à disponibilité des industriels, puisque finalement, aujourd'hui, on se rend compte que même sur le sujet carbone, il y a des appréhensions différentes de la part des industriels. Mais l'autre chose qu'il est important de préciser, c'est que le carbone, c'est un pas. Mais ce n'est pas parce qu'on va décarboner l'économie qu'en 2050, la planète sera plus vivable. Et ça, je pense que c'est vraiment important de le marteler. C'est-à-dire qu'il y a un concept qui a été inventé, c'est qu'on appelle les limites planétaires, alors qui peut faire l'objet de débats, mais qui est au moins reconnu par la Commission européenne et l'ONU, qui consiste, en fait, ces limites planétaires, ce sont tout simplement les processus biophysiques qui régulent la stabilité de la planète et qui, passé un certain niveau, font que la stabilité planétaire est déstabilisée et donc on ne peut plus garantir les mêmes conditions de vie, en tout cas les conditions de vie que nous connaissons actuellement. Et pourquoi il faut les regarder? Parce qu'on va toucher tout simplement des sujets clés comme la biodiversité. Tout le monde constate que la biodiversité est en train de s'effondrer. L'acidification des océans, les ressources en eau. Tout le monde parle actuellement des risques de pénurie d'eau dans un horizon très court. Et bien d'autres sujets que je vous invite à voir. Et elles ont un intérêt, ces ressources, enfin ces processus biophysiques, c'est qu'ils permettent d'offrir une vision globale et transversale des sujets. Or,
quand on appréhende la question environnementale, on est à la fois obligé d'avoir cette vision sur l'ensemble d'un cycle de vie d'un produit, mais on est aussi obligé d'avoir cette vision globale des externalités négatives de l'entreprise. Donc, la réponse, un peu longue, je prie de m'en excuser, c'est le carbone, c'est bien, mais c'est pas suffisant. Très bien, merci. On a du temps, ça tombe bien, Anaïs. Isabelle, j'espère que vous allez bien. Ça va. Qu'est-ce que vous évoque ce que vient de répondre Anaïs? Des choses qui vous viennent à l'esprit? Je suis assez en ligne avec ce qu'elle vient de dire, Anaïs, parce qu'en effet, le carbone, tout le monde a les yeux rivés dessus. Et on a des indicateurs qui nous permettent aujourd'hui de suivre justement la décarbonation, donc la limitation progressive de l'impact de ce carbone. Ce qu'on voit moins, et c'est quand même très lié à l'industrie, c'est tous les autres effets. Quand vous vous retrouvez sur des plateformes industrielles et que vous faites de l'attractivité industrielle ou que vous reconvertissez des sites qui sont des sites historiquement fossiles ou miniers ou autres, en fait, vous n'avez pas que le carbone qui rentre dans votre ligne de mire. Vous avez en effet l'eau qui devient un enjeu très important. Vous avez des teneurs en métaux historiques du fait des activités industrielles passées qui sont parfois très chargées. Je pense à l'un de nos sites qui se trouve en Moselle à Carlin. C'est un ancien site des charbonnages de France. En fait, vous avez une teneur en eau qui tient des métaux, du zinc, etc. Donc, vous puisez de l'eau dans un process industriel et vous devez le remettre au milieu dans un état bien plus propre que celui que vous avez trouvé au départ, ce qui signifie de non seulement avoir en tête nos émissions, mais d'avoir des stations de traitement performantes et puis de vous poser la question, effectivement, de tout le milieu. Et aujourd'hui, le CO2, c'est une chose, mais au fond, ce qu'on cherche à faire, c'est décarboner, mais aussi limiter nos impacts, c'est-à-dire intégrer la durabilité de tous nos processus industriels pour préparer l'avenir demain. Donc, effectivement, le CO2 n'est pas le seul paramètre. Quel travail de pédagogie est effectué, par exemple, par votre entreprise, par l'entreprise Total Energy? Isabelle, il y a des actions qui sont mises en place pour passer le mot, informer, réinformer des plus jeunes, enfin voilà, tous les types d'interlocuteurs auxquels vous faites face? Alors, il y a une première étape qui vient de démarrer la semaine dernière, puisque j'ai fait partie de ceux qui ont fait les premières sessions. C'est que pour expliquer ces enjeux de décarbonation, ces enjeux de transition énergétique, surtout pour un industriel comme nous, il faut que tous nos collaborateurs comprennent ce que c'est et quels sont les enjeux. Donc, en fait, on a formé et on a comme objectif de former nos 105 000 collaborateurs sur la planète. On est dans 130 pays. Et avec une première étape, avec 30 000 collaborateurs qui vont être formés sur ces enjeux de l'énergie, de décarbonation et d'impact sur le climat et le réchauffement climatique. D'ici la fin de l'année, on en aura formé 30 000. La semaine dernière, moi, j'étais à la première session, on en a formé 200. Et cette semaine encore, et donc ça va s'étaler dans les 12 mois qui viennent pour pouvoir former l'intégralité de notre entreprise à ces enjeux d'impact climatique, de réchauffement, ce réchauffement climatique qui est un réchauffement climatique qui est lié à l'activité humaine, dont nous-mêmes, par nos activités, sommes l'un des acteurs. D'une part. D'autre part, évidemment, quand on arrête les raffineries, que nous arrêtons, on vient d'arrêter la moitié de nos raffineries en France pour les reconvertir sur des sites zéro pétrole, ça signifie aussi d'informer notre écosystème, de nous concerter avec cet écosystème, nos riverains, nos parties prenantes, et puis évidemment les services de l'État, l'administration, pour bien partager ces enjeux d'impact sur le milieu que nous avions et que nous devons limiter demain dans la reconversion de nos sites industriels. Merci beaucoup Isabelle. Alors, j'ai envie de dire, on parle trop de carbone, mais pas que, parlons de plein de choses, des sols. Qu'est-ce que ça vous évoque, François? Peut-être que vous pouvez nous expliquer un petit peu en quoi ça vous concerne finalement très directement. Alors, je ferai quand même un commentaire préalablement sur ce message. C'est très bien le CO2 focalisé sur la décarbonation, effectivement, mais c'était un grand chantier. Les gaz à émissions de toute cette approche a été très, très, je dirais, poussée
pour sensibiliser le grand public, les industriels. Et effectivement, c'est pas un médecin de la Terre, c'est pas Valgo qui se plaindra de cette sensibilisation, mais surtout, ça omet beaucoup de sujets importants et qui nous parlent à nous. Effectivement, le traitement des sols, la santé des sols, et je dirais la santé de la biodiversité, la santé des êtres humains. Et donc, on omet souvent de mettre en avant la ressource en eau et la pollution de la ressource en eau. C'est pas le problème de l'eau, c'est le problème d'une eau de qualité. Donc, dans les métiers de Valgo, effectivement, on met l'accent sur cette complexité, mais c'est difficile de communiquer justement parce que c'est une approche très technique. Nous avons d'ailleurs une fondation pour ça, pour essayer de sensibiliser le grand public aux enjeux de la pollution. Et si votre question était sur la sobriété des sols, enfin la sobriété, l'artificialisation des sols, et sur la sobriété foncière, effectivement, c'est aussi une thématique indispensable au redéploiement économique, indispensable je dirais, à ajouter une valeur supplémentaire à tout ce qu'on vient de citer. Donc, je ne sais pas si vous voulez qu'on parle dans le débat des sols ou si on parle sur le carbone. Écoutez, sur l'utilisation du carbone, parce que c'est quand même une chose un peu différente. Écoutez, on va y venir. Le sujet du foncier sera très présent dans ce débat, mais en tout cas, je vous remercie. Il y a un aspect que vous avez abordé qui est intéressant, c'est qu'à des fins de communication simples et efficaces, on ne peut pas parler de tout. Donc, ça pondère un petit peu ce sujet de se dire, oui, mais décarbonation, c'est un peu trop galvaudé, mais en même temps, c'est aussi un vecteur pour communiquer auprès de tous sur des sujets qui demeurent cruciaux. Très intéressant. Je vous propose qu'on décortique un petit peu ensemble cette thématique du jour, parce que cette thématique, elle parle de nouvelles géographies de la réindustrialisation. Et parfois, alors peut-être d'un œil extérieur, mais on a le sentiment que la réindustrialisation, ce serait comme une vague qui s'abattrait, une vague positive qui s'abattrait sur un pays de manière assez uniforme. C'est-à-dire que chaque territoire, en fait, devrait se réindustrialiser avec une petite jauge verte. Voilà, vous êtes assez réindustrialisé ou pas. Donc à chacun, je vous pose la question. Selon vous, qu'est-ce que ça vous évoque, ces sujets des nouvelles géographies ? Isabelle, si vous voulez nous partager. Les nouvelles géographies, ça m'évoque en fait une nécessité d'aménagement du territoire énergétique. Quand on est une compagnie multi-énergie comme la nôtre, qu'on a ces enjeux de décarbonation dont on parle, on a un enjeu aussi d'accompagner les nouvelles énergies de la transition énergétique, les énergies renouvelables. Il ne vous aura pas échappé qu'on a des sujets d'acceptabilité qui sont très très forts. On a développé jusqu'à la fin de l'année 2021 350 unités de production d'électricité renouvelable, éolienne, solaire. On est aujourd'hui l'acteur majeur dans la méthanisation en France, puisqu'on est le premier producteur de biogaz sur le territoire français. On vit de très près la difficulté à aménager ce territoire dans les enjeux énergétiques de demain. Et je crois qu'effectivement, on a un engagement à prendre collectif de sécuriser et peut-être de laisser à la décision collective sous la houlette de nos politiques, notamment en région. Il y a certains présidents de région qui ont très bien compris ça, qu'on aurait ces développements uniquement si la concertation avec tous était mise sur la place publique, partagée et peut-être sécuriser évidemment des zones qui seront des zones à vocation industrielle, à vocation de ces nouvelles énergies qui seront produites demain, de façon à renforcer leur acceptabilité et renforcer leur ancrage territorial sur un pays comme le nôtre, qui n'est pas un très très grand pays, avec des énergies qui ont besoin de beaucoup plus de foncier, on va y revenir, je sais, plus tard, et qui donc nécessitent cet ancrage territorial et cette sécurisation d'un foncier industriel, à vocation industrielle en tout cas, de près ou de loin, pour pouvoir permettre de nous développer. Anaïs, un commentaire à ce sujet-là ? Alors, c'est un très vaste sujet, mais une question qui mérite d'être posée. Je vais essayer de me concentrer sur trois choses. Le premier, c'est que la pandémie puis la guerre en Ukraine, elles viennent finalement être un accélérateur de tendances qu'on commençait à voir avant, de rapprochement entre lieux de consommation et lieux de production.
que finalement, c'est presque la fin d'un cycle. On a connu notamment, en particulier les pays occidentaux, un cycle de 30 à 40 ans de désindustrialisation, avec une très forte fragmentation des chaînes de valeur, où finalement on produisait des composants dans le monde entier qu'on assemblait dans un nombre restreint d'usines. Et la réindustrialisation, dans ce contexte, elle va être extrêmement complexe, puisque, il faut le dire, elle aura un coût, elle sera longue, qu'on ne va pas faire revenir les unités de production qu'on a fait partir. Et donc, forcément, quand on pense réindustrialisation, on pense aussi mutation de l'organisation industrielle et des usines. Donc, ça passe à la fois par la taille des usines, une plus forte automatisation liée aux briques de l'industrie du futur, une mutation ou une évolution très forte de la demande. On voit une demande de plus en plus fragmentée qui cherche des produits personnalisés, voire de la production unitaire. Donc ça veut dire qu'on n'est plus sur les logiques industrielles de massification de la production pour abaisser les coûts unitaires de production, mais bien avoir un outil productif qui arrive à être compétitif tout en changeant de format régulièrement. Et en parallèle, on a une grande question qui demeure, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est quand même dans une parenthèse. Est-ce que c'est une parenthèse ou est-ce que c'est un nouveau cycle ? Pourquoi on peut poser la question d'est-ce que c'est une parenthèse ? C'est qu'on voit bien aussi qu'il y a un risque de retour à la normale. C'est-à-dire se dire que quand on sera sorti de la logique de pénurie et d'économie de guerre, entre guillemets, comme certains l'appellent, est-ce que les entreprises ne vont pas être tentées de retourner dans cette logique de la recherche du moindre coût économique ? Donc, ça oblige à penser dès à présent d'autres logiques, intégrer un coût environnemental et un coût social des activités. Et là, c'est la logique de la triple comptabilité, et c'est plutôt peut-être une réponse normative à apporter. Il y a aussi un sujet de formation des acheteurs dans les entreprises, parce qu'on voit encore qu'ils sont dans cette logique d'acheter moins cher sans intégrer les autres externalités. Donc, finalement, pour une transformation, une réindustrialisation durable, aujourd'hui, on a la prise de conscience, on a une volonté politique, et on a encore un travail profond à faire individuellement, à la fois dans ses choix d'achat, mais aussi à l'échelle des entreprises sur les stratégies qu'elles mettent en œuvre. Comment on fait, Anaïs, pour construire une vision où les régions aussi peuvent avoir un rôle en fonction de leur histoire, de leurs atouts ? C'est même pas du niveau du sujet de la responsabilisation, mais comment on fait pour qu'elles puissent évoluer suffisamment librement ? Est-ce que c'est une vision nationale plus forte qu'il faut, qui va leur permettre de naviguer entre... Comment ça va se passer concrètement ? Alors, je pense qu'il y a une triple échelle qu'il faut trouver. C'est à la fois une échelle européenne, parce qu'on évolue dans le contexte européen et nombreuses sont les nations qui ont envie de renforcer leur base industrielle et on part pas tous avec les mêmes niveaux. À l'échelle nationale, c'est la vision de l'État, ce qu'on va imprégner à travers aussi des grands programmes qu'on peut mettre en place. Et à l'échelle régionale, où chaque région va pouvoir se doter de son propre projet, on va dire, de développement territorial. Aujourd'hui, on est dans une situation où on demande de plus en plus de choses aux régions sans avoir une décentralisation qui va être l'équivalent de ce qu'on peut avoir en Allemagne, par exemple, puisqu'on est sur un système de fédération. Et pas forcément assez de moyens pour les régions de se doter de cette capacité-là. Donc, ce qui se passe, c'est qu'on est plutôt dans un système de rivalité entre les régions qui peut se jouer autour à la fois de compétences disponibles, de ressources, mais aussi parfois autour d'enveloppes financières, de favoriser combien on donne pour l'implantation d'un site, combien on va donner pour la formation. Alors, formation, c'est plutôt région, il y a aussi les EPCI qui vont rentrer en jeu, ce qui est une logique qui est pas forcément saine. Mais aujourd'hui, la réalité est que beaucoup de régions voient la réindustrialisation comme un levier de développement, surtout celles qui ont une histoire industrielle, notamment la région Grand Est, la région Bourgogne-Franche-Comté, qui ont des cartes à jouer, d'autant plus qu'elles ont des industries en transition, que ce soit l'automobile, si on regarde Belfort, on a l'automobile qui est en train de muter, donc nouvelle mobilité, la question de l'énergie avec l'hydrogène qui est en train d'émerger sur ce territoire. Et donc finalement, chaque région doit se demander, à partir de sa base historique, comment est-ce qu'elle peut accompagner ces grandes mutations. Merci Anaïs. Vous l'aurez compris, on a déjà dit plusieurs fois le mot foncier, je pense que ça n'est pas par hasard, donc on va y aller. On va y aller dans ce sujet qui est absolument critique et qui est tout à fait corrélé à la façon dont on va réindustrialiser, reconstruire cette industrie en France. Déjà, sur le sujet des sols, parce qu'on va partir sur une base, on commence sur la terre ferme. Quelle est la situation aujourd'hui ? Est-ce que vous avez la capacité à nous donner une espèce d'état des lieux sur, vous parlez de la qualité de l'eau, des sols, etc. À quel niveau d'alerte on se situe aujourd'hui ? Alors, j'aime bien faire un rappel historique de l'occupation des sols par l'homme, et on va citer que la France.
et on va faire en rapport au nombre d'habitants. Donc, en début de la guerre, à l'après-guerre, on considère qu'il y avait un peu plus de 50 millions d'habitants en France, dans les années 50, et on occupait 4% du territoire. Retenez pas forcément ce chiffre exactement, c'est peut-être 4,3, mais c'est de l'ordre de grandeur. 50 ans, 70 ans plus tard, va-t-on dire, on en occupe plus du double du territoire, et que je sache, on n'est pas 90 ou 100 millions d'habitants. Donc ça veut dire qu'on s'est largement étalé, que la société de consommation, du consumérisme du produit, c'est aussi ça appliquait la même chose pour le foncier. On a consommé beaucoup de foncier parce qu'à l'époque, il était peu cher, parce qu'on n'avait pas cette conscience que cette consommation de foncier pouvait, je dirais, coûter si cher dans un bilan global, parce qu'on ne faisait pas effectivement à l'époque ces bilans qu'on fait aujourd'hui, et tant mieux. Une fois qu'on a dit ça, Anaïs elle a parlé, il y a aussi une compétition. Et la compétition ne se passe pas qu'entre les régions, mais elle se passe à tous les niveaux. On est dans un système où la compétition meut le monde. Et dans la compétition, on peut trouver la compétition sur le logement, la compétition sur l'industrie, sur l'activité économique, parce qu'un site va intéresser toujours, pareil, on a envie d'être le plus près possible. Donc, ça va intéresser un industriel d'être le plus près de sa zone, de ses consommateurs, etc. Et ceux qui se logent le plus près possible de leur activité économique. Quand on a dit ça, on s'aperçoit effectivement que c'était un sacré casse-tête à résoudre. Et on peut se féliciter que les derniers gouvernements se sont focalisés sur cette sobriété foncière, cette loi ZAN, zéro artificialisation nette. Moi, j'ai toujours du mal à prononcer, mais on comprend ce que ça veut dire. Et effectivement, si on parle d'un état de santé des sols, alors là, c'est le rôle de nombreuses autorités. Il y a les rôles sur les sols, les rôles sur l'eau, la ressource en eau. Il y a encore en France beaucoup d'organismes, si je puis dire, qui gèrent à différents niveaux, sans forcément une énorme coordination, ces différents aspects. Mais oui, on est dans de grosses difficultés sur le traitement de l'eau, notamment dans les affluents des rivières, enfin, d'abord dans les grands fleuves industriels que sont la Seine, le Rhône, le Rhin, bien sûr, et donc sur une problématique de stations d'épuration, de traitement. Sans vouloir dévier trop sur l'industrie chimique, il faut avoir conscience qu'on utilise de plus en plus de produits chimiques pour notre quotidien et que les chimistes créent des produits, que ces produits, on a du mal, on n'a pas toujours le recul pour savoir s'ils vont être nocifs ou pas. Ça peut prendre 20 ans ou 30 ans. C'est-à-dire que ça peut prendre même le temps que le fameux produit se fabrique et qu'il n'existe plus. On peut citer de nombreux exemples là-dessus. Donc, dans nos métiers, dans notre sensibilisation qu'on fait chez Valgo, c'est de ne pas donner de leçons d'abord aux industriels, parce que les industriels, on en a besoin, mais c'est surtout de sensibiliser, je dirais, l'ensemble des acteurs sur le fait que la ressource en eau, le traitement de l'eau, la consommation de l'eau, ce sont des sujets très, très sensibles. On s'en est aperçu, notamment pendant la période du Covid, parce que dans la période du Covid, on a beaucoup parlé des problèmes directement de santé dus au Covid, mais on a parlé quand même de comorbidité et on a parlé d'interrogations sur pourquoi des personnes qui semblaient en pleine santé avaient des difficultés. On peut raisonnablement penser que c'était dû à la pollution et à ce qu'on mange et surtout même plutôt à ce qu'on boit. Et tout ça, encore une fois, des corrélations sont faites de plus en plus par les scientifiques, et les organismes de santé sur cette ressource en eau et les difficultés de santé qu'on peut avoir. Voilà, c'est pour faire un commentaire très global. Mais alors un médecin, il ne constate pas seulement, il soigne. Donc Valgo, oui. Médecin de la Terre, comment vous soignez? Un médecin, voilà, il soigne les sols, il essaie déjà de trouver des patients, donc, parce que quand on a démarré, pour faire un brin d'humour, il y avait peut-être beaucoup de gens étaient malades, mais ils ne se sentaient pas malades, donc c'est comme ça que Valgo a commencé à acheter des terrains, parce qu'on savait que ces terrains étaient pollués et qu'il fallait guérir un patient, mais personne ne voulait s'occuper de guérir ce patient, parce qu'il n'avait pas une obligation forcément réglementaire de s'en occuper, c'est-à-dire de le remettre dans un état qui était ce qu'on appelle l'état industriel. Bon, c'est aujourd'hui une grande problématique donc, qu'on adresse. Ensuite, cette problématique de traiter les sols et de traiter l'eau, je pourrais en parler des heures, donc je pourrais développer ça très longtemps, honnêtement. Très bien. Isabelle, je vous vois sourire, réagir, votre physique parle pour vous. Qu'est-ce que vous avez à nous dire sur le foncier? Pendant la préparation, on a eu des échanges assez
complet sur le sujet. Qu'est-ce que ça vous évoque, ce que vous entendez? En effet, le foncier est l'élément déterminant quand on veut faire de l'attractivité industrielle, mais il est aussi l'élément déterminant quand on veut faire une reconversion industrielle. Or, dans un pays qui s'est largement désindustrialisé, en fait, on se retrouve avec de moins en moins de fonciers à vocation industrielle, préparés pour accueillir ces nouvelles industries. Comme le disait Anaïs tout à l'heure, aujourd'hui, on n'en est pas à se dire qu'on va faire revenir en France des industries qui ont quitté le territoire. Aujourd'hui, on en est à développer des industries, alors j'ai parlé pour nous, énergétiques, qui sont des énergies qui seront produites en proximité, parce qu'on sera de plus en plus en économie circulaire, donc en proximité des habitations, en proximité des centres de vie, avec donc un impact nécessaire le plus faible possible et un besoin de foncier réel pour pouvoir faire venir, par contre, un certain nombre de biotech, de nouvelles productions. Nous, on ne pourra pas faire d'arrêt de nos raffineries et de reconvertir nos sites industriels sans que on ait pris en compte ces enjeux d'attractivité industrielle au travers du foncier. Et le faire, ça signifie plusieurs choses. Ça signifie d'abord d'avoir en tête une réalité de terrain. Un industriel, il ne peut pas passer 5 ans avant de pouvoir poser le premier élément de son usine. Or, aujourd'hui, en France, ce foncier, il faut voir qu'aujourd'hui, il n'est pas préparé, contrairement à certains de nos voisins, je pense à l'Allemagne. On est sur un temps long, or l'industriel a du mal avec ce temps long. Et donc, on a de plus en plus besoin de réfléchir collectivement à comment est-ce qu'on prépare un foncier pour accueillir nos industries de demain. Et l'accueillir, ça veut dire quoi? Ça veut dire, aujourd'hui, je vous donne un exemple, on a arrêté la raffinerie de Grand Puy, qui était la seule raffinerie d'Île-de-France l'année dernière, pour en faire une plateforme où on va accueillir du recyclage de plastique, de la fabrication de bioplastique et de la fabrication de biocarburants et une ferme solaire. On a eu 6 mois de concertation et de dialogue social. Bon, ça fait partie de la vie, on va dire, classique d'une reconversion. Mais derrière ça, comme c'est un enjeu de plus de 300 millions d'investissements, on a dû saisir la Commission nationale du débat public pour faire des concertations avec notre écosystème, ce que je trouve très bien parce que ça permet justement d'expliquer ce qui va être le projet qui va devoir s'implanter. Mais une fois que vous avez fait alors là, il se trouve que c'est 15 mois de concertation parce qu'entre les élections, etc., il y a des suspensions qui doivent s'opérer. Mais vous n'avez toujours pas déposé la demande d'autorisation. Bien que le site soit un site Céveso, vous devez quand même faire les études 4 saisons environnementales qui durent 4 saisons, donc 12 mois. Vous n'avez toujours pas déposé des demandes d'autorisation. Donc aujourd'hui, je pense qu'on a un enjeu collectif qui est de se dire comment est-ce qu'on fait tout ça, comment est-ce qu'on ralentit cette durée de permis, comment est-ce qu'on arrive à superposer tous ces enjeux qu'on doit mener plutôt de front pour ne pas alourdir ces procédures administratives et ces délivrances de permis, de façon à pouvoir intégrer à la fois notre écosystème externe, à la fois notre écosystème administratif réglementaire, pour pouvoir avoir du foncier à vocation industrielle prêt, rapidement prêt, voire même, je me dis même, le sanctuariser pour certaines industries. Finalement, quand vous avez une raffinerie, demain, vous avez une plateforme qui va produire des énergies décarbonées ou des énergies sur base de recyclage, eh bien, vous allez pouvoir avoir un site complètement sanctuarisé avec tous les permis prêts. C'est un peu ce que font nos amis allemands, de façon à avoir un foncier à vocation industrielle déjà préparé et prêt à recevoir tous les projets qui pourront arriver. Ça déstabilise largement. Sur cette plateforme-là, on a 2 projets, le recyclage et les bioplastiques que nous faisons avec des partenaires étrangers. Ils sont quand même très perturbés par, 1, la difficulté de trouver du foncier en France, 2, la difficulté en termes de longueur d'administrative de pouvoir mener leurs projets. Et alors, il se trouve que là, c'est un site qu'on reconvertit. Donc, quand vous avez des sous-traitants qui travaillent sur une raffinerie, que la raffinerie, vous l'arrêtez et que vous leur dites, finalement, on ne commencera pas les premiers chantiers avant 3 ans,
c'est quand même lourd dans la vie d'une entreprise d'avoir à porter des collaborateurs sur une durée aussi longue. Donc, tous ces enjeux qui sont à la fois humains, de transition juste, de mutation industrielle et de préparation de l'avenir et de l'industrie de demain, passent par ce foncier à vocation industrielle qu'il faudrait imaginer. Alors, il y a des réflexions en cours, on y est tous en ce moment dans ces réflexions-là, pour pouvoir l'accélérer, mais c'est un véritable enjeu pour nous tous. Comment est-ce que vous avez un commentaire? Oui, je voulais rejoindre un peu ce que disait Isabelle. Donc, effectivement, cette compétition du foncier, c'est un vrai sujet, je le citais tout à l'heure, et aussi un sujet d'organisation, parce que, on le rappelle, on vient de le dire, la vocation économique, ça dépend des régions, mais pas la vocation du foncier. Donc, la vocation du foncier, c'est encore, c'est pas un commentaire ni positif ni négatif, mais c'est encore les mairies qui ont ce rôle-là, ou les communautés, les agglomérations qui ont ce rôle du foncier. Or, c'est la région. Donc, ça peut poser des problèmes politiques. On peut comprendre aisément quand les gens ne sont pas du même bord. Ça peut poser des sujets politiques plus globaux sur pourquoi je privilégierais cette ville plutôt qu'une autre en tant que président de région. Je ne suis pas président de région, mais aujourd'hui, je me mets à leur place. Et en même temps, pour les présidents de métropole ou les maires de communes, c'est un enjeu. Et donc, il y a une négociation à partager entre eux pour dire où est-ce qu'on va installer les industries. Et finalement, comme en France, jusqu'à encore très peu de temps, je vous rappelle, c'était quand on ouvrait une industrie, il y en avait 2 qui fermaient. Aujourd'hui, on arrive à peu près à un équilibre, et peut-être Anaïs a des meilleurs chiffres que moi, c'est peut-être un peu positif en ce moment depuis 1 an ou 2. Mais en gros, voilà, on fermait qu'un peu d'usines, et ça, je pense que beaucoup de maires étaient au courant, tout le monde même, et donc on n'a pas beaucoup prévu, et c'est la remarque que fait Isabelle, de zones pour les industries. Et c'est un vrai sujet. Aujourd'hui, nous le vivons dans notre grosse opération de Rouen. Alors, nous vivons du bon côté, parce que nous avons donc repris une ancienne raffinerie, mais qui appartenait avant à Shell et après à Petroplus, pas à Total. Et cette raffinerie, finalement, devient un lieu de convoitise, une fois qu'on l'a dépolluée, de la part des industriels, et on s'en félicite. Mais il n'y aurait pas eu cette opération de raffinerie, enfin, ces grands sites, parce que les industriels, on ne le dit pas assez, c'est des hectares. Ce n'est pas 2 hectares qu'ils ont besoin, comme pour faire un programme immobilier de logement, mais c'est 20, 30, 50 hectares dans des grandes surfaces. Si on ne les a pas prévus dans le schéma d'aménagement, c'est difficile de les trouver. Et donc là, on vit concrètement cette expérience de dire des industriels viennent s'installer, la ville, enfin, la métropole, c'est Rouen, viennent s'installer, ils trouvent du foncier parce qu'on a du foncier. Sinon, ils n'avaient aucun autre foncier. Il fallait qu'ils aillent dans une autre, au Havre ou peut-être vers Paris, en banlieue parisienne. Donc voilà, c'est juste un commentaire, je vous rejoins tout à fait. C'est un vrai sujet de coordination nationale, je dirais, que de l'utilisation de ce foncier pour l'industrie, parce que l'industrie, on en a besoin. Une industrie propre, bien sûr, décarbonée au maximum, mais on a besoin d'une industrie. Je crois que tout le monde, j'espère, est d'accord avec cette affirmation aujourd'hui ici. Merci beaucoup François. Tout à fait complémentaire. Et Isabelle, je voulais qu'on continue sur un aspect que vous avez évoqué. Je pense que vous me direz si c'est la bonne sémantique selon vous, mais on pourrait presque parler un peu de crispation réglementaire. C'est pas simplement des lois, mais c'est quelque chose il y a une espèce de méfiance aussi par rapport à des épisodes passés. Peut-être qu'il y a une rupture de confiance par rapport à ce que des grands industriels, notamment français, pourraient faire de ces territoires. Est-ce qu'il y a une méfiance ? Comment vous expliquez justement, parce que quand vous l'expliquez avec vos mots, ça paraît assez logique qu'il faudrait alléger tout ça, mais est-ce que d'un autre côté, vous comprenez la crispation qu'il peut y avoir autour de l'usage qu'on fait de ces sols ? Ah oui, bien sûr. Quand vous avez un village devant lequel vous dites je vais installer un biométhaniseur demain à 500 mètres de chez vous, tout le monde est pour une énergie décarbonée propre et la fabrication du biogaz en fait partie, c'est un exemple. Quand on vous dit qu'il va être à 500 mètres de votre maison, là, c'est déjà plus exactement le même ressenti. Ce qui s'est passé finalement, c'est que précédemment, quand on avait des raffineries qui étaient là depuis des décennies, que vous aviez des industries chimiques qui s'étaient installées, il y avait à peu près personne autour. Je pense par exemple à une de nos raffineries qui était la raffinerie de Faisin. Les premières photos, vous voyez, il n'y a rien autour. Et puis, ça s'est construit, ça s'est développé. Et aujourd'hui, vous êtes complètement intégré dans un territoire qui, quand vous devez mener des projets, a toute la légitimité d'échanger avec nous. Et je pense qu'il y a une relation de confiance qui doit être rétablie
entre un écosystème de riverains, d'habitants, de parties prenantes, tout autant qu'elles sont, pour expliquer ce qu'on fait et comment on le fait. Et je crois que c'est très intéressant d'avoir, c'est pour ça que je disais, je trouve que les phases de concertation sont majeures, parce que les phases de concertation, ça permet à un industriel d'expliquer ce qu'il va faire. Il arrête une industrie polluante fossile et il en crée une autre qui est décarbonée, qui va fournir de l'énergie ou un autre produit à cette population qui en a besoin. S'il n'explique pas combien il y a de camions, quel est l'impact sur l'eau, quel est l'impact sur l'air, où est-ce qu'on va chercher les matières premières, quelles sont les matières premières qui vont sortir, est-ce que ça va faire du bruit, est-ce qu'il y aura des nuisances associées, en fait, vous passez complètement à côté de la plaque de votre reconversion et de ces enjeux d'attractivité sur un territoire comme le nôtre. Donc, je pense qu'en effet, on a un vrai sujet de concertation, un vrai sujet de dialogue. Et puis après, il faut se dire, attention, si jamais collectivement on décide de ne pas faire tel projet, s'agissant d'énergie par exemple, qui est un peu mon sujet, quelle autre énergie décarbonée pourrait être produite et amenée pour ces mêmes populations à cet endroit-là? Parce qu'après, il faudra se poser la question de si on le refuse, quelles sont les alternatives. Voilà, je pense que on rentre vraiment dans un dialogue parce que, comme on le disait tout à l'heure, on n'est plus sur une industrie qui se trouve à un endroit et qui n'a pas besoin d'énormément de foncier parce qu'elle va avoir une performance forte en termes de volume produit, soit d'énergie, soit d'autre chose. On est sur des multitudes de sites micro-industriels sur le territoire parce que l'économie circulaire fait que aujourd'hui, c'est comme ça que l'industrie va pouvoir se développer. Et donc, ça nécessite une relation et un ancrage dans les territoires. C'est bien pour ça qu'on a les SRADET ou les PCAET, des collectivités ou des régions. Ces schémas de directeurs de développement de l'énergie ou air, climat dans les collectivités qui ont un rôle majeur, mais dans lesquels il faut que à la fois les politiques, les élus, les collectivités et les industriels viennent apporter leur pierre à l'édifice dans une vision collective et partagée d'un écosystème industriel de demain. Je me tourne vers toi, Anaïs. Je pense que tu es la co-autrice d'un ouvrage qui s'appelle Vers la renaissance industrielle avec Olivier Luanzi. Je pense que ça fait de longues années que tu parcours ces sujets-là de manière très transverse de l'industrie durable. Ce que tu as entendu de la part de François et d'Isabelle, ça t'évoque quoi? Tu te sens, comment je pourrais le formuler, rassuré vis-à-vis des intentions des industriels? Tu penses qu'il y a une vraie prise de conscience, que tu penses qu'on est dans une direction positive? C'est une question à $30 000, ça. Oui. Il n'y a que nous, hein. Tu peux aller. Et non. Oui, parce que moi, je travaille avec beaucoup d'industriels et je vois qu'il y a une compréhension de plus en plus fine des sujets, une volonté de faire des choses. Alors, bien entendu, il y a encore des gens, et à différentes tailles. Alors, plus on est gros, plus on a une capacité à agir et surtout, plus on est indépendant. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup, parce qu'on voit beaucoup dans la communication, beaucoup de grands groupes qui disent faire des actions en faveur de l'environnement, etc. Et qui, derrière, maltraitent un petit peu leurs sous-traitants. Et donc ne leur donne pas forcément les marges d'action, parce que quand on parle décarbonation, de prendre en compte les bilans d'externalités, les externalités négatives, etc., on parle aussi souvent d'investissements qui peuvent être plus ou moins importants. Et ces investissements, pour les faire, il faut soit avoir une capacité, on peut le faire en fonds propres parce qu'on a une capacité d'endettement, et ça nécessite qu'on ait une marge de manœuvre. Or, on voit, et notamment dans la filière automobile, on a beaucoup de sous-traitants qui se retrouvent sans marge de manœuvre à tel point qu'ils n'arrivent même plus à se diversifier quand c'est la crise. Donc, c'est là où je mets un bémol, c'est-à-dire que je pense que le constat est partagé assez largement. Il y en a qui n'ont pas les capacités d'agir parce qu'ils n'en ont plus les moyens. Il y en a qui, aujourd'hui, n'agissent pas parce qu'ils ne voient pas forcément en quoi ils sont concernés ou ne savent pas par quel bout prendre le sujet aussi, parce que c'est vrai que c'est tellement large qu'on ne sait pas par où commencer. Et il y a aussi peut-être de la confusion chez certains entre ce qui est vraiment une action environnementale de transformation qui peut aller jusqu'à toucher le modèle économique et ce qui va plutôt relever du greenwashing.
Alors aujourd'hui, je suis un peu l'avocat du diable, puisque la partie industrielle est largement représentée. Mais quand on entend des discours où, déjà, la neutralité carbone, ça n'existe pas. Vous pouvez pas. Il faut bien être conscient que quand on dit de la neutralité, c'est qu'on fait des actions de compensation. L'action de compensation, ça veut dire qu'on a quand même eu un impact négatif à un moment. On va essayer de la résorber avec des actions diverses, sauf que l'action négative a eu lieu au départ. Donc l'enjeu, quand on parle, ce n'est pas la neutralité, c'est bien la réduction drastique des émissions carbone et des externalités négatives. Et il y a un flou qui est encore entretenu derrière ça. On me dit toujours, j'adore les arbres, j'en plante souvent chez moi, la chance de vivre à la campagne. Planter des arbres, c'est bien, mais c'est pas ça qui va sauver l'humanité. Et le problème, c'est que beaucoup d'industriels, au-delà des sujets d'action mis sur les sites, sont encore parfois dans ce discours de compensation et pas d'action profonde, parce que l'action profonde, elle se heurte aussi à tout le paradoxe de notre société. C'est vouloir consommer mieux, de meilleure qualité, mais pas payer plus cher. C'est vouloir avoir des acteurs beaucoup plus vertueux, mais toujours aller choisir le moins de 10 ans. C'est toutes ces questions aussi d'équilibre de consommation. Or, quand on parle de sobriété, et la question de la sobriété se pose, il faut aussi rappeler qu'elle se heurte à un modèle industriel qu'on a eu depuis longtemps sur la massification. Et donc, c'est pour ça que la réflexion sur les parties prenantes, dans le cas du foncier, elle est intéressante, mais on peut la généraliser. Qui se pose à nous, c'est qu'est-ce qu'on veut construire ensemble ? Parce qu'on peut reprocher aux industriels de ne pas faire des choses, en même temps, on a un rôle en tant que consommateur puisqu'on achète ces produits. Et l'industriel va dire facilement, moi, je produis ce qu'on me demande. Et donc, c'est quelle vision en tant que société on adopte et comment collectivement on construit ces alternatives. Et donc, dans ces alternatives, il n'y a pas des méchants et des gentils d'un côté, qui seraient les méchantes entreprises et les gentils citoyens. Il y a des parties prenantes dans un projet de transformation qui nous concerne tous, puisque c'est notre avenir collectif. C'est très clair, merci beaucoup. Puis tu m'offres une transition sur un plateau. Pierre Vels, qui est venu nous rendre visite sur le podcast Industrie for Good il n'y a pas très longtemps, disait justement de manière probablement un peu provocante que les industriels n'avaient rien à voir avec la sobriété, que les industriels étaient là pour apporter des solutions et que si les citoyens souhaitaient arrêter de rouler à l'essence, les industriels avaient les ressources, les connaissances et la capacité à trouver des solutions. Est-ce que vous pensez qu'en 2022, cette façon de penser est recevable? Qu'est-ce que ça vous évoque, Isabelle? Le niveau d'engagement des industriels dans des enjeux qui vont au-delà, bien au-delà des enjeux de production et de fabrication? Si on reprend le mot de sobriété en tant que tel, aujourd'hui, on sait qu'on s'intègre dans un plan qui est une loi de programmation de l'énergie, qui intègre une dimension à la fois d'efficacité énergétique et à la fois de sobriété. En tant qu'industriel, l'efficacité énergétique fait partie de ce que nous recherchons. Et évidemment, dans tous nos process, on va essayer de réduire cette part énergétique. S'agissant de sobriété, on rentre dans un domaine qui vient devenir beaucoup plus politique. Aujourd'hui, quand on regarde, je vais parler de quelque chose qui va parler à tout le monde, depuis la fin du mois de février, on a vu une augmentation faramineuse du fait de la guerre en Ukraine des prix du pétrole, avec des prix à la pompe qui ont largement augmenté, prix qu'on a par des mécanismes de soutien à la fois de l'État et à la fois de certains distributeurs comme nous essayer de limiter. Mais finalement, nous, depuis le début de l'année, on n'a pas une baisse du volume des carburants consommés à la pompe. Donc, on pourrait se dire, mais finalement, ça pourrait être vertueux. Ces prix augmentant, les volumes baisseront. En fait, les volumes n'ont pas baissé. Et aujourd'hui, on se dit que le discours d'économie d'énergie qu'on a connu il y a quelques décennies maintenant, qui avait une certaine vertu de anti-gaspi, je ne sais pas si certains s'en souviennent, je voyais ça quand j'étais gamine, ça n'existe pas encore, mais je pense que ça va devoir exister et on a un rôle tous fondamental, nous d'économie d'énergie et les politiques d'incitation à ce que justement ces volumes d'énergie consommés
le soit de moins en moins. Et quand nous, on dit qu'on va travailler à une transition énergétique ensemble avec la société, le ensemble avec la société, il est majeur. Et qu'on ne fera rien si on est dans un cadre soit législatif, soit politique, qui n'accompagne pas ces enjeux-là. Et je crois que c'est ce qu'il faut qu'on retienne au fond aujourd'hui, c'est qu'on ne fera rien en attractivité industrielle et en reconversion industrielle sans un écosystème collectif partagé de concertation. Et on ne fera pas l'énergie de demain en essayant d'en consommer moins si collectivement, chacun à nos bornes, on ne travaille pas, nous, sur l'efficacité et la société sur une baisse des volumes, parce que sinon, on nous demandera toujours de produire plus. Et aujourd'hui, le paradoxe, c'est qu'on nous demande de produire beaucoup et d'essayer de trouver beaucoup pour préparer un hiver prochain qui va être sous contrainte géopolitique, hein, puisque l'énergie n'arrivera plus de l'Est de l'Europe, et donc il faut qu'elle se recompose, et on nous demande, nous, de recomposer ce périmètre énergétique, mais on nous demande de le recomposer à un volume identique, hein, à isovolume. Donc on n'a toujours pas intégré le fait qu'il pourrait y avoir des actions très très fortes de réduction. Donc oui, en effet, il y a deux sujets que je dissocie, hein, cette sobriété et cette efficacité énergétique, qui sont deux choses qui sont intégrables dans le rapport à la consommation, qu'elle soit énergétique ou autre, hein, d'ailleurs. François, j'ai une question pour vous. C'est vraiment la question à $1 million. Qu'est-ce qui doit changer drastiquement dans l'industrie pour qu'on n'ait plus besoin de médecins, justement? Oui, ça c'est original comme question. Là, tout à l'heure, vous avez évoqué le rapport du consommateur vis-à-vis de l'industriel. Bon, c'est évident que les industriels sont des sociétés commerciales et répondent aux demandes des consommateurs. Et donc, on pourrait dire, si les consommateurs évoluent dans leurs pratiques et si elles deviennent plus respectueuses de l'économie circulaire, du durable et de la limitation des gaz à effet de serre, forcément, ça poussera les industriels à mieux travailler dans le sens que souhaite le consommateur, son client. Donc ça, c'est une sorte de grande vérité économique. Sur l'aspect maintenant de rapport entre les industriels, la consommation, le médecin de la terre, comment faire que les industriels se comportent encore de manière plus propre. Je crois que dans ce débat, on a oublié un élément, parce qu'on parle beaucoup des industriels et des consommateurs. Il y a une autre industrie dont on n'a pas parlé, on dit que c'est une industrie, ça s'appelle la finance. Donc tous ces industriels, je le rappelle, Total le premier, se financent. Et les pratiques de la finance, vous avez bien compris aujourd'hui que tout se traduit en argent. Hein. Chaque fois, on essaie de traduire la taxe carbone, valoriser tout ça. Il faut valoriser, il faut mettre des euros ou des dollars en face. Et ça pose une difficulté quand ceux ils sont nombreux, il n'y en a pas un, mais ils sont très nombreux, ceux qui sont dans cette industrie de la finance, ces banquiers, ces grands fonds d'investissement ou grands fonds de pension, c'est à eux aussi que revient ce rôle fort de changer notre modèle économique vers une industrie moins carbonée. Et c'est ce qu'ils font, c'est ce que vous donnez un message un peu positif, c'est ce que fait la finance en ce moment, et je pense qu'avec l'aide du monde de la finance, des industriels qui ont besoin d'eux pour financer leurs projets, et bien sûr du citoyen et du consommateur, effectivement, on pourrait rêver que dans quelques dizaines d'années, quand même, ou peut-être, je pense presque une centaine d'années, avant qu'on ait fini d'épolluer. Quand je vous donne des chiffres, par exemple, pour l'amiante, on est un grand professionnel de l'amiante, on des amiantes 10 000 tonnes à peu près par an de bâtiments ou d'ouvrages industriels, avec 400 personnes en France, vous voyez, c'est une grosse société de démontage, filiale de Valco. Eh bien, il reste encore, alors qu'on a interdit l'amiante en 97 en France, il reste encore à peu près 70% ou 80% de l'amiante qui a été fabriquée, hein, enfin, des composés à base d'amiante fabriqués qui n'ont pas été retirés. Et ça fait donc plus de 30 ans que des sociétés comme la nôtre enlèvent de l'amiante. Donc voilà, c'est pareil pour beaucoup d'autres polluants. Ils sont disséminés partout, donc on mettra assez longtemps avant qu'il n'y ait plus de médecins de la Terre. On va garder les médecins. Mais ce qu'il faut souhaiter, c'est que la finance, plus encore que les industriels, et j'insiste là-dessus,
continuent à prendre cette volonté de valoriser, d'ailleurs valoriser les entreprises, de valoriser le métier de la finance, pas uniquement donc avec des chiffres qui se traduisent directement en euros ou en dollars, encore une fois, mais avec des pratiques meilleures, avec une manière de noter, je dirais, les entreprises, les actions, les projets, ce qui se passe en ce moment. Mais tout ce qu'on souhaite chez Chevalgo, c'est que ça continue beaucoup. Et c'est ça qui changera, je crois, le plus vite les choses. Voilà. Merci. Anaïs, est-ce que tu as un commentaire là-dessus? Pas tant un commentaire là-dessus, mais plus général sur l'impact de l'Ukraine sur la consommation de carburant. Je pense qu'il y a aussi une réalité qu'il convient de rappeler, c'est-à-dire qu'on a une organisation en France qui fait qu'il est un peu difficile pour les gens de se passer du jour au lendemain de leur véhicule. Alors, j'entends qu'il y a une évolution drastique des usages à faire, c'est-à-dire le covoiturage, ne pas prendre sa voiture pour faire 200 mètres. On sait qu'il y a encore trop de voitures utilisées seules pour faire des petites distances. En tout cas, elle est à moins de 5 minutes de chez soi. Et en même temps, il y a une réalité, c'est qu'on a un pays où, quand on habite au fin fond de la campagne, il n'y a pas d'alternative autre que prendre son véhicule, que les systèmes de covoiturage ne sont pas développés, qu'il n'y a pas forcément de train. Et d'ailleurs, la question du développement du rail dans les contextes de transition se pose. C'est-à-dire comment est-ce qu'on redensifie le territoire, on refait un maillage ferroviaire suffisant pour développer le fret. Et donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas eu d'impact aussi important qu'on devrait le voir. C'est-à-dire, monsieur, madame, tout le monde a encore besoin de sa voiture, même avec une baisse. Aujourd'hui, on a toujours la baisse de 15 centimes, on a plus de 2 euros du litre. Je crois que c'est 2,08 € pour le gasoil en termes du litre, malgré les 15 centimes. Donc, les gens font un arbitrage sur autre chose qui s'appelle en général soit les loisirs, soit les dépenses de la vie courante, l'habillement, etc. Et donc, à travers le fait que les usages ne bougent pas assez vite, on ne doit pas oublier, et c'est toujours l'équilibre de la société qui doit agir en premier. Finalement, c'est l'œuf ou la poule. Si je dis je le fais pas parce que l'autre le fait pas, on n'avance jamais. Mais je crois que ceux qui ont la capacité financière d'agir et d'inventer de nouveaux modèles économiques ont la responsabilité et le devoir de le faire. Et c'est important de ne pas occulter ce message aussi, malgré l'insatisfaction qu'on peut avoir avec ce sentiment que les choses stagnent parfois. Merci Anaïs. On va glisser tranquillement vers la dernière question que j'aimerais vous poser à tous. Cette semaine ou la semaine dernière, je crois, un des fondateurs de Circulaire publiait un article dans La Croix intitulé « Fuir les industries polluantes ou les changer de l'intérieur ?» Point d'interrogation. Alors je me tourne vers vous, Isabelle, et qu'est-ce que vous répondriez à cette question, même si j'ai une petite idée de la réponse? Je suis plutôt très en ligne avec ça. Aujourd'hui, je crois que quand on est jeune dans un pays comme le nôtre, on a deux options, dire que ça ne va pas ou contribuer et faire que ça aille demain. Aujourd'hui, on a une industrie et une compagnie qui est en pleine mutation. Je vous l'ai dit, aujourd'hui, on a un plan de marche assez important pour pouvoir nous transformer. En France, on est 35 000, c'est-à-dire à peu près un tiers de l'effectif de Total Energy qui est dans 130 pays sur la planète. Sur ces 35 000 personnes, aujourd'hui, il y en a déjà 5 000 qui travaillent sur les énergies de demain. Les batteries, les bornes de recharge, les bio, le recyclage, l'économie circulaire, le biogaz, etc., les renouvelables, ce qui est quand même assez déterminant. Donc, j'ai envie de dire, finalement, oui, je crois qu'un certain nombre de jeunes ont compris qu'ils pouvaient participer à cette transformation, accélérer cette transformation en venant apporter leurs expertises au sein d'entreprises comme les nôtres qui sont en pleine mutation, qui aujourd'hui sont en train de changer l'intégralité de leurs produits, mais aussi des métiers avec un enjeu très très fort qui est cet enjeu de transition juste qu'il faut qu'on ait tous en tête aussi, c'est-à-dire d'arriver aussi en interne, non seulement de faire venir des jeunes. Aujourd'hui, c'est pas le plus difficile. On a 150 jeunes qui vont arriver à la rentrée là, sur un certain nombre de pôles de recherche. Chez nous, on a entre 200 et 300 CV par poste, donc c'est pas tant ça le sujet. Le sujet, c'est de se dire comment à l'intérieur, on accompagne ceux qui étaient sur les métiers
qui étaient ceux d'hier, qu'on veut voir bouger pour les transformer. Et on en revient un peu, la boucle est bouclée, à comment est-ce qu'on forme, comment est-ce qu'on accompagne des compétences de quelqu'un qui, jusqu'à maintenant, était chauffeur de fuel et c'était son seul métier, ses seules compétences. Qu'est-ce qu'il fera demain et comment est-ce qu'on arrive à l'accompagner? Qu'est-ce qu'on fait pour accompagner un opérateur en raffinerie? Et comment est-ce qu'on fait pour les faire monter en compétence sur nos métiers de demain? Et je pense que ça, c'est un enjeu aussi de politique, non seulement d'entreprise comme la nôtre, mais il y a aussi un enjeu de formation. Et on en revient aux enjeux de formation de l'État français. Comment est-ce que l'État français va se mettre en ordre de marche pour proposer des filières de formation sur les métiers de demain, pour pouvoir accompagner justement ces transformations que nous faisons en interne, mais que le pays tout entier va devoir faire. Nous avions gardé, merci beaucoup Isabelle, nous avions gardé une partie liée pour permettre de répondre aux questions du public plutôt vers la fin, mais j'ai une question qui m'apparaît là, qui est trop liée à ce que vous évoquez pour ne pas vous la poser maintenant. Éléonore Blondeau, qui est en ligne, qui est donc la cofondatrice du collectif des startups industrielles France, qui nous pose une question pour vous, donc Isabelle. Concrètement, quels outils utilise Total Energy pour former ses collaborateurs? Elle prend pour l'exemple Fresque du climat ou autre. On a mis au point avec nos équipes de tous les métiers une formation qui est en 3 séquences. La première qui explique l'impact du réchauffement climatique, ses besoins, ses conséquences, les gaz à effet de serre et les 3 scopes et les enjeux de CO2, qui est une formation qui dure environ, qui est présentée à 2 voix en général auprès de nos équipes, par les managers, qui sont portés par les managers. Moi-même, je l'ai faite avec nos équipes la semaine dernière. Et après, on rentre dans le détail de chacune de nos énergies et de tous ces impacts pour pouvoir leur permettre de se les approprier. Donc, on parle énergie renouvelable, biogaz, GNL, bio-GNL, plastique, bioplastique, recyclage. Et donc, en fait, tous nos experts en interne ont participé à faire cette formation au métier de demain, nos métiers de l'électricité, des bio, de l'économie circulaire, de façon à ce que on ait les meilleurs sur tous les sujets qui nous permettent de monter en compétences et d'avoir pour chacun de nos collaborateurs une vision très précise et assez détaillée de la part de nos experts sur ces métiers. Merci Isabelle. On refait un petit pas en arrière sur la question que j'allais vous poser, parce que vous n'allez pas vous en tirer comme ça, Anaïs et François. Fuir les industries polluantes ou les changer de l'intérieur? Alors ça, c'est l'éternel débat. Est-ce qu'il faut changer les choses de l'extérieur? Est-ce qu'il faut être le verre à l'intérieur de la pomme ou le verre à l'extérieur de la pomme? J'ai l'impression de revenir à des années de jeunesse militante. Fondamentalement, je ne sais pas. Fuir, ça ne sert à rien, puisqu'on est encore dans un monde où on a besoin de ces entreprises. Contribuer à leur transformation, si on sent qu'on a un comité de direction et des actionnaires qui ont envie d'entamer cette transformation, alors oui, pourquoi pas. Finalement, j'ai envie de dire, aller dans ces entreprises, il n'y a pas de raison de les fuir si le projet d'entreprise répond aux aspirations qu'on a et si on est en accord avec ses valeurs. Je crois que tout le monde a besoin d'intelligence collective et donc aussi, on peut aussi contribuer à faire passer les messages. Donc, ma réponse à ta question, c'est oui, il ne faut pas les fuir. Donc non, il ne faut pas les fuir. Il faut fuir celles qui font un peu semblant de vouloir changer les choses. En fait, je pense qu'il y a une chose qui est très importante dans la vie, parce que le travail, c'est quand même à minima 7 à 8 heures de ses journées, 5 jours par semaine. Si on fait un travail, je sais que ça peut être alimentaire et qu'on n'a pas toujours le choix, mais si on fait un travail qui n'est pas en adéquation avec les valeurs, les messages qu'on veut porter et la contribution qu'on veut avoir dans la société, alors il ne faut pas y aller. Et quelle que soit l'entreprise, que ce soit une entreprise
qui soit dans un secteur polluant en transformation, ou que ce soit une entreprise qui soit dans un secteur génial, Youpila, où on vend tout, génial, économie circulaire, tout ce que tu veux. Mais si on a des valeurs contradictoires du comité de direction, la valeur contradictoire, elle peut être aussi dans la manière de manager, la manière d'appréhender les parties prenantes, etc. Alors, il ne faut pas y aller. Je pense que c'est plutôt comme ça qu'il faut poser la question et voir l'ambition réelle de transformation de l'entreprise et le rôle qu'elle veut jouer dans la société. François. Moi, je vais faire un commentaire. C'est encore une histoire de conscientisation générationnelle. Ah, c'est un mot très technique. Il y a 30 ans ou 40 ans, nos parents, ou un peu plus jeunes, on avait moins de conscience sur tous ces enjeux. Et même dans le sens qu'on pouvait donner dans son travail, on avait moins la conscience de donner un sens dans son travail parce qu'on cherchait, encore une fois, société beaucoup plus orientée sur la consommation qu'aujourd'hui, même si elle a encore pas mal. On pensait d'abord à avoir son salaire et à remplir des devoirs. Donc les gens se posaient moins la question du sens de leur travail qu'aujourd'hui. Quand chez Valgo, on recrute beaucoup de jeunes, on en recrute 30 ou 40 par an, à notre échelle, c'est pas mal, hein, sur 700 salariés. Et chaque fois, la question du sens au travail, du pourquoi je viens faire, quelle mission je vais faire et pourquoi, quelle action je vais faire dans mon travail, au-delà, bien sûr, de la rémunération que l'employeur va donner, c'est une question fondamentale qui arrive dans les générations plus jeunes, qui était quasiment inexistante. Je suis peut-être dur avec ma génération ou la génération avant la mienne. Voilà, donc ça c'est un vrai sujet. Donc là je rejoins bien sûr Anaïs. L'idée c'est pas de fuir, mais l'idée c'est de faire comprendre aux entreprises que la jeunesse, enfin les nouveaux, ceux qui reprennent le flambeau, ben, ils ont eu des envies beaucoup plus fortes sur cet aspect-là. Donc c'est encore une histoire d'adaptation. Moi, je crois, par contre, pour finir sur notre positif, sur les industriels, je crois que les industriels, Valgo, on est un peu un intermédiaire. Un médecin, est-ce qu'il est industriel? C'est pas tout à fait le cas, mais quand même, on les côtoie beaucoup, les industriels. Les industriels sont en train de changer. Les industriels changent beaucoup. Isabelle vient de montrer tous les efforts que fait Total. Tout ça pour essayer de continuer à recruter, à montrer qu'on met du sens, à montrer qu'on va dans le sens de ceux qui vont faire le Total Énergie de demain ou ceux qui vont faire le Valgo de demain. Donc voilà. Donc je pense que c'est vraiment une histoire de se renseigner, d'apprendre, d'être toujours curieux sur tout ce qui évolue en matière d'économie circulaire, de bas carbone, tout ce qu'on vient de citer aujourd'hui. C'est vraiment comme ça, en continuant à sensibiliser, que les choses iront de mieux en mieux, parce qu'il faut rester optimiste dans tout ça. Si vous me permettez d'y aller de mon petit commentaire, moi je pense qu'on parle beaucoup, en fait on parle du sujet de la transparence. Je crois qu'on a beaucoup reproché à l'industrie de fonctionner de manière opaque sur ces 30 dernières années. Et je vais reprendre quelque chose que vous m'avez dit la dernière fois, Isabelle, lors de la préparation. Vous m'avez dit je ne mens pas, et ce n'est pas parce que je travaille pour une entreprise qui s'appelle Total que je suis d'accord avec tout et que j'irai forcément dans le sens de. Et en fait, je crois que finalement, sans être dans le noir ou dans le blanc, ce qu'attendent les plus jeunes générations, c'est notamment d'avoir un accès à une transparence de l'information. Que tout soit pas parfait, c'est une chose, mais que l'information ne soit pas transparente, c'en est une autre. Je vous laisse commenter, Isabelle, quitte à avoir cité nos propos. Je vous laisse commenter, puis on avancera dangereusement vers la conclusion de la séance. Oui, c'est vrai. Je pense qu'à l'intérieur de Total Énergie, on est tous des citoyens. Et donc, quand je dis je ne mens pas, quand je dis quelque chose, c'est parce que je le sais, que je l'ai vérifié, que j'en suis convaincue. Donc, en effet, je pense que les jeunes générations, quand elles rentrent chez nous et qu'on leur fait la promesse de travailler sur un certain nombre de choses, si elles ne travaillent pas sur ces choses-là et sur cette vraie transformation, je pense qu'elles ne resteraient pas. Et je pense que nous-mêmes, on ne porterait pas ces sujets de transformation si on n'avait pas la conviction qu'il y avait une vraie réalité derrière ça. Et aujourd'hui, moi je la vis, la réalité, dans mes équipes notamment, c'est moi qui ai aussi les équipes d'ingénieurs qui accompagnent les transformations de sites et qui travaillent aussi avec nos sous-traitants pour justement faire que les choses fonctionnent pour eux aussi et pas que pour nous qui en avons les moyens pour nous transformer et les accompagner. Et je crois que, en effet, il faut avoir la conviction, il faut s'assurer de ce que nous faisons, s'assurer que ça avance comme on s'est engagé à le faire. On dit ce qu'on fait, puis après on fait ce qu'on dit. C'est un peu ça. Voilà. Et après, une fois qu'on fait ce qu'on dit, on peut plus facilement le porter. Et c'est ce que je fais aujourd'hui, parce que ce que je sais, c'est ce qu'on a engagé. On l'a fait, on s'est engagé à le faire et on le fait réellement. Sinon, je ne le porterai pas. Très bien, merci beaucoup. J'ai proposé aux intervenants de
conclure cette session en présentant un visuel, un graphique ou quelque chose qui les interpelle ou qui leur semble représentatif en particulier du sujet. Est-ce qu'on a la possibilité de commencer à montrer les visuels en question et slides en question, s'il vous plaît? On commence avec, je pense, les visuels et slides de Valgo. Ça, c'est moi. Oui. Ah, voilà, la valgorisation. Je vous laisse la parole, François. Oui, on parle d'économie circulaire. On n'a pas fait un cercle dans ce graphe parce que c'était difficile de revenir à l'état zéro, parce qu'à l'état zéro, quand le médecin intervient sur un malade, le malade, il est malade. Donc, on a mis ça dans une couleur grise. Donc, on parle d'une usine en général où il y a eu des licenciements. Ce n'est pas qu'un passif environnemental, c'est un passif social. Il ne faut surtout pas le négliger. Et puis, comment revitaliser ce site dans tous les sens du terme. Donc ça, c'est ce qu'on appelle chez nous, de manière très humble, la valgorisation, pour ne pas dire valorisation. Et puis, ça passe donc par plusieurs étapes. Et à chaque étape, ce qui est important de garder à l'esprit, c'est chaque étape d'aller vers le futur. Eh bien, on doit toujours penser à l'objectif du futur, bien entendu, à l'usage futur du site. Donc, si on veut faire des logements et un beau programme de logement, un écoquartier, c'est une manière de travailler. Si on veut faire une nouvelle usine, c'est encore une autre manière d'apprendre le sujet. Voilà, pour parler donc de cette offre qui gagne de la valeur à chaque étape des travaux, bien sûr. Une fois que vous avez désamianté, une fois que vous avez dépollué, le terrain gagne de la valeur et ça permet aussi aux financiers, aux industriels de se positionner, aux promoteurs, quand on parle de logement, de se positionner avec beaucoup plus de clarté. Donc ça, c'est dans le modèle de valgorisation. Mais plus intéressant aujourd'hui quand même sur l'espoir qui est donné de cette réindustrialisation française propre, il y a l'autre slide, je pense, qui évoque en quelques chiffres. Est-ce que la slide a été ajoutée? Oui. Voilà, merci. Notre slide qui évoque de manière l'économie circulaire d'un grand projet. Donc, c'est le projet que j'ai cité tout à l'heure de la reconversion d'une ancienne raffinerie, donc aux portes de Rouen, à Petit-Couronne. Et c'est un projet où on a essayé, même poussé d'ailleurs la réglementation, de faire ce qui devrait être fait dans le futur. Un projet, donc, on va dire, exemplaire, où non seulement, bien sûr, on traite les maladies, on dépollue, on désamiante, on a démoli des bâtiments, on a recyclé par contre. Quand on dit qu'on traite, c'est pas qu'on prend les produits, qu'on les amène dans une décharge où ils sont stockés, mais on essaie de les traiter complètement. Alors certains, c'était des hydrocarbures. Cela, c'est simple, ils ont été réutilisés de manière énergétique, c'était une raffinerie, c'était fait pour ça. Et puis après, quand on parle, y compris ce qui était sur la nappe phréatique, donc les hydrocarbures vont malheureusement atterrir sur un toit qui est la nappe phréatique, et là, on va les repomper. Et donc, ces hydrocarbures, ils ont été réutilisés. Donc, ils ont été pas uniquement détruits, mais ils ont été valorisés énergétiquement. Et c'est vrai pour les polluants, mais c'est vrai pour les bétons qui ont été recyclés. On en donne quelques chiffres. Donc, les chiffres sont impressionnants. C'est un projet de 250 hectares. C'est un projet où le total d'investissement pour Valgo, c'est 60 millions. Et pour tous les investisseurs réunis qui ont reconstruit, c'est plutôt 500 millions d'euros. Donc, on est sur des méga projets, comme on dit, des projets à l'échelle chinoise ou américaine, mais qui sont faits en France. 75 000 tonnes de métaux ont été recyclés, 400 000 tonnes de béton ont été recyclés, 1,2 million de tonnes de terre ont été recyclées. Ces terres ont servi à quoi? Ici, les Parisiens, même si ça se passe à Rouen, peuvent être concernés. Il s'agit pour plus de la moitié des terres du Grand Paris qui sont extraites des tunneliers, et donc encore un phénomène d'économie circulaire pas tellement d'issue. Soit on trouve une ancienne carrière en général pour stocker ces terres quelque part, soit on essaie de trouver un grand projet, et c'était le cas pour Valgo. On a proposé à la Société du Grand Paris d'entreposer ces terres pour y construire des bâtiments par-dessus. Donc c'est une vraie réutilisation des terres, on est très fiers de ça. 1,2 million, donc 600 000 tonnes qui arrivent donc de Paris. Pour vous donner un ordre d'idée, ça fait beaucoup de camions. Un camion, c'est 25 tonnes. Et nous, on a décidé de ne pas utiliser les camions, on a utilisé les barges. Donc ça s'est passé sur la Seine, ces 600 000 tonnes, ils ont été charriés par la Seine. Il y a quand même encore des barges qui fonctionnent avec des moteurs thermiques. C'est les premiers bateaux. Je pense que les bateaux, sera plus facile de les convertir sur d'autres modes d'énergie parce qu'il faut de la place pour stocker l'énergie. Vous le savez, que ce soit des batteries ou de l'air ou je ne sais quel gaz propre. Mais voilà, c'est un grand projet exemplaire.
On a recréé de l'espace boisé, on a planté des arbres. Anaïs disait, c'est pas une action de planter des arbres. Bien sûr, mais quand c'est un site qui n'était qu'un site industriel, là, ça devient une action positive de planter des arbres, de refaire venir la nature au milieu de l'industrie. Parce qu'encore une fois, dans le futur de ce site, il y a un slide qui montre les bâtiments dans ce futur de ce site, d'une ancienne raffinerie où il y a eu 1000 salariés au maximum de l'histoire de la raffinerie. Il y en aura en 2024 2500. Il y en a déjà 600 aujourd'hui, création d'emplois sur ce site. Et à la fin des travaux, donc, de belles industries reviendront. Comme je citais, les industriels souhaitaient s'installer. Eh bien, il n'y avait pas trop le choix. Il n'y avait que cette ancienne raffinerie qui était un lieu correctement situé pour qu'ils puissent investir et faire leur activité industrielle. Et il y aura aussi de la logistique, parce que la logistique, ça devient une industrie, c'est plus aujourd'hui qu'un simple hub, ça devient une véritable industrie. Et là encore, c'est le mode de consommation des Français, enfin des citoyens, qui fait que ça devient une grande industrie, parce que je rappelle qu'on a envie de recevoir les produits chez soi plutôt que de prendre sa voiture et d'aller au supermarché les chercher. C'est tout ça qui fait que la logistique devient une industrie. Voilà donc un grand projet dont on se félicite d'avoir terminé aujourd'hui les travaux, d'avoir vendu tous les terrains, parce que pour une entreprise, l'issue, ça reste toujours commercial, c'est de trouver une valeur économique, hein, même si j'ai expliqué tout à l'heure qu'il était important de ne pas mettre que la dimension financière dans les enjeux environnementaux, sinon on n'y arrivera jamais, j'ai envie de dire. Si on pense qu'à ce qu'on va dépenser avant de penser à ce qu'on va gagner en externalité positive, ou pas dire toujours négative, eh bien voilà, c'est la preuve par A plus B qu'un grand projet. Alors que quand on a acheté, tout le monde avait le moral à zéro. Hein. Donc, quand on a acheté, il y avait 400 salariés qui étaient devant la porte parce qu'ils avaient été licenciés et bien sûr, ils cherchaient du travail. Donc, on a fait, et c'est possible, mais d'autres le feront. Il n'y a pas que Valgo capable de faire ça, bien entendu. Mais c'était pour montrer l'exemple. C'était très important à nos yeux de montrer l'exemple parce qu'on a pris un grand risque. Encore une fois, Valgo, ce n'est pas Total. C'est une société qui fait 100 millions, un peu plus de 100 millions de chiffre d'affaires. Donc, c'est un projet où qui a hors norme pour une entreprise de notre taille, qui est plutôt fait pour un grand groupe. Mais à l'époque, sans critiquer les grands groupes, il n'y avait aucun qui souhaitait acheter cette raffinerie. Et c'est donc une ETI qui a acheté la raffinerie parce que les grands groupes avaient peur d'acheter quelque chose avec autant de pollution, comme je dis, un patient si malade. Voilà. Et par ailleurs, je vous invite à aller, parce que j'ai fait aussi mes petites recherches sur ce projet-là, qui est assez bien documenté en ligne, donc n'hésitez pas à aller voir. Il y a un peu plus de détails, on manque de temps, mais en tout cas, merci François pour ce partage. Je vous en prie. Je propose qu'on passe au visuel proposé par Isabelle. Alors ça, c'était un avant-après, justement. Ouais, de la raffinerie. Je vous donne la parole. Oui, je vous en ai parlé tout à l'heure, donc ça, c'est en illustration. Hein, quand on a arrêté la raffinerie d'Île-de-France, voilà les projets que nous avons en biocarburant, puisque la raffinerie de Grandpuits, à l'époque, envoyait le jet. Le jet, c'est ce qu'on appelle communément dans les Français du kérosène. Enfin, ça s'appelle du jet, le carburant aérien, vers les aéroports d'Orly et Charles de Gaulle. Demain, ce sera une usine de biocarburant aérien et terrestre qui sera sur le site de cette raffinerie. Une usine de plastique biosourcé, biodégradable. Je vous parlais d'un partenaire. En fait, on fait ça avec Corbion, qui est un Hollandais et qui s'étonne en fait de la lenteur de sa capacité à développer le projet, ce qui est quand même un enjeu, hein, je vous le disais, hein, sur les durée d'obtention de nos permis. Un troisième projet qui est le recyclage des plastiques. Vous avez deux façons de recycler les plastiques. Vous avez les plastiques qui sont recyclés de façon mécanique. Et il y a une partie de ce recyclage mécanique qui n'est pas adaptée à un certain nombre de plastiques. Et vous êtes obligé de faire du recyclage chimique de ces plastiques qui, une fois qu'ils sont sortis du process, peuvent être réintégrés dans un cycle de fabrication de nouveaux produits et ainsi de suite. On parlait d'économie circulaire tout à l'heure, c'est typiquement le cas. Et évidemment, je vous parlais des énergies renouvelables. Sur ce site, on va avoir une centrale solaire qui est reliée à un autre site qui se trouve dans les Yvelines, qui était le dépôt vers lequel tous les produits de la raffinerie de Grandpuits allaient. Et ce site-là, lui aussi, va se convertir et il y aura donc une deuxième centrale photovoltaïque qui est la plus grosse d'Île-de-France d'ailleurs, qui a été mise en service récemment.
et qui vont permettre, depuis ce dépôt, de continuer d'approvisionner les 2 aéroports, mais cette fois-ci en biocarburant aérien, de façon à limiter les émissions de CO2 des vols commerciaux qui partent depuis ces 2 aéroports. Puis mon deuxième slide, c'est assez intéressant parce qu'on en parlait tout à l'heure, c'est l'aménagement du territoire en termes d'énergie et quel est son impact en termes d'industrie demain. J'ai illustré deux projets, le projet d'hydrogène vert qu'on a à Marseille sur notre site de la Mette, qui là aussi était une raffinerie qui a fermé, qui s'est reconvertie en bioraffinerie et qui, pour toute bio, nécessite de l'hydrogène. Et donc, ce projet d'hydrogène vert qui va être fabriqué à partir de fermes solaires sur du foncier, encore une fois, ce fameux foncier qui est indispensable et qui est si rare, en fait, sur un pays qui n'est pas si grand comme celui de la France, qui est un projet qu'on a avec Engie, qui est un très, très gros projet qui va nous permettre donc de décarboner l'intégralité de l'hydrogène de notre site industriel, mais qui va permettre aussi d'accélérer les nouvelles mobilités hydrogène du territoire des Bouches-du-Rhône, en ayant ça sera le plus gros projet d'hydrogène vert de France. Et le deuxième projet qu'on a mentionné là, c'est l'éolien flottant, puisqu'on va avoir les premières éoliennes au large de Port-la-Nouvelle, en mer, à 20 km des terres. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, à un moment donné, il faut que tout le territoire bénéficie de ça. Il faut que la France soit en mesure de créer des filières et pas seulement de subventionner des filières sans permettre aux industriels de relocaliser un certain nombre de choses. Et en l'occurrence, l'éolien flottant, qui va être ce parc qui sera au large en Méditerranée. Notre objectif aussi, c'est de permettre à ce que ces flotteurs et puis tous les ancrages et raccordements et installations permettent de développer des emplois locaux français et non pas d'aller acheter tout fait en Asie ou ailleurs, justement, ces nouveaux projets et ces flotteurs et ces mâts. Donc, c'est un peu l'enjeu qu'on a et qu'on a partagé aujourd'hui, de se dire, accompagnons cette réindustrialisation, qui est une industrialisation qui est décarbonée, mais qui va permettre aussi au territoire de développer les emplois de demain et les filières de demain, filières qui vont être quand même, je le rappelle, très lourdement financées et subventionnées par l'Europe et par les pays européens. Donc, il faudrait qu'on arrive dans ces subventions à accompagner les acteurs de ces filières qui seront des industriels de taille petite ou moyenne et qui pourront permettre d'accompagner cette décarbonation de nos métiers, alors pour le mien de l'énergie, mais des autres aussi. Merci Isabelle, très intéressant. Et puis Anaïs, est-ce que je peux te passer la parole pour un petit mot de conclusion, quelque chose que tu veux ajouter peut-être? Ça, c'est parce que j'ai été mauvaise élève et que je n'ai pas fait de slide, contrairement à mes camarades. Alors, tu as essayé d'envoyer des visuels, il faut dire, tu as travaillé, mais on n'a pas réussi à converger. Non, mais j'ai essayé d'être originale et de me dire qu'est-ce qui pourrait être un message percutant. Et en fait, sachez que c'est une mission qui est très compliquée, surtout quand on manque de sommeil. Non, mais je sais pas, la conclusion, moi, j'ai une conclusion, c'est de se dire... on est à l'aube de grandes transformations, tout le monde le sait, ça a été largement documenté. On sait que maintenant, on doit agir rapidement et qu'à chaque jour qui passe où on n'agit pas, la marche à franchir est plus haute et plus coûteuse. Et que c'est pas les industriels contre le reste du monde, c'est les industriels avec le reste du monde, c'est les citoyens avec les pouvoirs publics et c'est ensemble qu'on pourra engager... alors ensemble, il est malheureux ce mot, mais tant pis pour moi. C'est ensemble qu'on pourra engager ces transitions et construire l'avenir auquel on aspire tous. Merci Anaïs. On a encore un tout petit peu de temps pour prendre quelques questions. Il y en a plusieurs que je vais regrouper en une, si vous m'y autorisez, parce qu'on parle finalement un peu de la même chose. Ça n'est pas directement pointé vers vous, Isabelle, mais j'ai quand même un petit doigt me dit que c'est quelque chose qui vous concerne davantage. Comment on fait quand on est un grand groupe industriel aujourd'hui
pour réussir à proposer des choses plus vertueuses, plus vertes, plus rapidement, et faire face à des réalités qui sont des réalités liées à de l'actionnariat notamment, à la pression de l'actionnariat pour des résultats. Alors, loin de moi l'idée de plomber l'ambiance, mais c'est une question qui, je pense, est très présente dans l'esprit des gens et qui résume et cristallise assez bien le sujet de la confiance vis-à-vis des industriels. Qu'est-ce que ça vous évoque, cette question ? En effet, je pense que ça n'aura échappé à personne. Les éléments très anti-Total Énergie qu'on vit aujourd'hui et qu'on vit depuis des mois maintenant et qu'on vit encore. Alors, j'ai pas envie de dire de nos actionnaires, parce qu'en fait, aujourd'hui, nos actionnaires nous soutiennent. Ils sont quand même derrière nous et on a un conseil d'administration qui en est le relais et qui nous soutient aussi dans la stratégie qu'on mène. La difficulté qu'on a, c'est ce que je disais, c'est un peu compliqué d'avoir à se projeter et se transformer vers des énergies d'avenir, mais en même temps de répondre pour l'Europe à une sécurité d'approvisionnement de l'énergie, de préparer l'hiver prochain en gaz, et ça ne sera pas du gaz renouvelable. Il faut que le 1er novembre, on ait sécurisé pour les pays qu'on approvisionne, pour notre part de marché, voire un peu au-delà pour en aider peut-être certains autres, à avoir cette continuité d'approvisionnement en diesel et en gaz l'hiver prochain, avec les contraintes qui n'ont échappé à personne, et en même temps de se dire qu'il faut rapidement transformer ce gaz en biogaz, transformer ce diesel en mobilité électrique, transformer le territoire français et l'accompagner, et européen, dans sa transition. Et en même temps, se dire qu'on a aujourd'hui sur la planète 1 milliard de gens qui n'ont pas accès à l'énergie, et donc continuer de trouver des énergies pour approvisionner ceux qui n'en ont pas. Je pense qu'il y en a à peu près 500 millions en Asie, plus en Afrique, idem en Amérique du Sud, qui aujourd'hui n'ont tout court pas accès à l'énergie du tout, pas accès à l'électricité, accès à aucun moyen autre que celui d'aller chercher de l'appoint localement dans une biodiversité qui est parfois dans un certain nombre de pays de plus en plus complexe. Et donc d'arriver à trouver cette énergie pour cela, pour leur permettre d'avoir cet accès-là, parce que la population mondiale en plus va augmenter de 7 à 10 milliards dans les années qui viennent, et arriver non seulement à faire cette continuité d'activité sur cette énergie fossile, mais travailler à la décarboner. C'est un vrai sujet qui est très complexe à comprendre par un certain nombre de parties prenantes, probablement plus complexe à comprendre par nos parties prenantes européennes que par les parties prenantes sur le reste de la planète, qui elles-mêmes voient bien qu'il y a un enjeu d'accès à l'énergie tout court. Voilà, donc ça, c'est une vraie difficulté, et de se dire qu'on va faire l'objet de réalités d'opposition très très forte, alors qu'en même temps, on nous demande de préparer et d'avoir cette continuité d'approvisionnement en énergie encore fossile pour des populations qui ont le confort d'avoir cet accès à l'énergie. C'est vrai que c'est compliqué, je dois dire que même en interne, vous imaginez bien, vous avez aujourd'hui 5000 personnes qui travaillent sur le stockage d'énergie, les bornes de recharge, les batteries, le solaire, le biogaz, la décarbonation, le stockage d'énergie, et peut-être demain des fuels synthétiques, parce qu'on a des programmes de recherche qui sont très très forts, et en même temps qui cohabitent avec ceux sur lesquels une pression s'opère pour que l'hiver prochain on ait trouvé des alternatives au gaz qui venait d'Europe et qui ne doit plus venir d'Europe demain, pour essayer de boucler la balance d'énergie nécessaire à la France pendant l'hiver qui va arriver. C'est une vraie schizophrénie, mais c'est une réalité qui est complexe, qu'on gère.
Je vous remercie Isabelle d'avoir accepté de prendre cette question et d'y répondre avec transparence et spontanéité. Merci beaucoup. Je voudrais savoir s'il y a des questions dans le public qui est avec nous aujourd'hui. Est-ce qu'on a des questions? On a une question au fond, monsieur. Je crois que c'est vous qui avez levé la main en premier. On vous laisse la parole. Bonjour monsieur. Je pense qu'on ne vous entend pas. Ouais. Oui, merci. Merci pour cet échange. J'ai une question qui va s'adresser a priori plutôt à François Boucher. Dans un contexte qui a été évoqué de rareté du foncier, de contraintes de plus en plus pesantes en matière de zéro artificialisation nette, est-ce qu'on peut imaginer de voir de plus en plus d'opérations Pétroplus? Et est-ce que les nouvelles implantations d'unités industrielles se feront systématiquement par la transformation de friches, comme vous l'avez fait? Et dans ce cas, quel est le rôle que vous attendez de la part de la puissance publique et des collectivités locales? Merci, monsieur. Alors, ouais, la réponse pour faire court, c'est oui. Oui, je pense effectivement que... Alors, aujourd'hui, c'est une journée particulière où Valgo s'exprime. Encore une fois, il ne faut pas voir qu'il y a un seul acteur du marché. Il y a de nombreux acteurs du marché. Quand il y a de la concurrence, ça veut dire qu'il y a un marché. On le sait tous, ceux qui s'intéressent à l'économie. Donc, la réponse est clairement oui. Et puis, elle s'accélère. Il y a un phénomène d'accélération ces dernières années. Je citais, effectivement, et vous le citiez indirectement, la loi ZAN. Alors, bien sûr, c'est une transition. C'est comme pour Total, les difficultés schizophréniques qu'Isabelle évoquait. Quand on change de modèle, il faut faire une transition. Donc, aujourd'hui, il y a encore des mairies, il y a encore des collectivités locales qui continueront à autoriser des permis de construire sur des terrains verts, parce qu'il faut le temps pour que ça fonctionne. Mais on peut penser très raisonnablement que d'ici 10 ans, moi, c'est l'échelle à peu près que j'ai donnée, la plupart des opérations se fassent sur des opérations qui étaient déjà construites. Donc, c'est l'esprit de la loi ZAN. Donc, la réponse est très clairement oui. Et pour la deuxième partie de la réponse, donc est-ce qu'il y aura d'autres opérations? Oui, il y en aura de plus en plus. Ça devient une obligation réglementaire. Ensuite, construire des usines sur des usines, c'est aussi une évidence. Ça, par contre, c'est une évidence qui est apparue récemment. C'était une évidence il y a quelques dizaines d'années. Et on avait oublié cette évidence. C'est vrai qu'on s'était dit qu'on peut prendre tout type de foncier, peut accepter tout type d'activité. Ça, on n'est pas trop d'accord chez Valgo et je pense qu'on n'est pas les seuls parce que l'activité historique peut avoir des impacts et tout dépolluer, encore une fois, ça peut avoir un coût qui fait qu'il n'y a plus d'avantage à acheter le foncier. On ira acheter donc un foncier ailleurs. Donc il y a des limites aussi qui sont faites. Sur la relation entre les pouvoirs publics, les acteurs du privé, elle est bonne. Aujourd'hui, la loi NOTRe a permis donc focaliser les régions sur l'économie et à la fois avec des préfectures très, je dirais, informées sur l'attractivité économique, les enjeux industriels, les projets de revitalisation quand il y a des fermetures. Le dialogue fonctionne de mieux en mieux. Donc, moi, je suis quelqu'un de positif. Pour vous dire, quand on a commencé à acheter les premiers terrains, c'était en 2005, donc il y a quand même 17 ans, et c'était pas du tout ça. On était vraiment dans défricher à tous les niveaux la réglementation, les actes notariés, tout le système n'était pas du tout préparé à acheter des terrains pollués, hein, parce que l'achat des terrains pollués, j'aime le dire souvent avec un peu de provocation, ça devrait se faire à 1 euro, hein, normalement, l'achat d'un terrain pollué. Alors, Valgo en achète parfois en valeur positive, mais très rarement, et non pas parce qu'on fait beaucoup d'argent, hein, je vous rassure, on ne fait pas tant d'argent pour regarder les comptes, c'est parce que ça coûte beaucoup plus cher qu'on croit, qu'on pense comme ça à une dépollution. Et donc, quand on est dans l'habitude du foncier, un élément important, c'est que les vendeurs, ils veulent toujours un bon prix de leur foncier, que ce soit pollué ou pas. Et ce travail d'éducation, si je peux dire de pédagogie, pour expliquer aux vendeurs, mais vous savez, vous vendez quelque chose avec beaucoup de difficultés techniques, on va dire, qu'il va falloir faire face pour faire que ce projet soit un beau projet. Donc voilà. Donc tout ça, c'est une évolution. Depuis 2005, quand on a commencé en 2022, je suis le témoin, de manière à répondre longuement à votre question, que oui, les choses s'améliorent. Ça se voit dans la croissance de Valgo et de nos concurrents. Je dirais que les industriels sont eux-mêmes s'immiscent là-dedans, enfin s'impliquent là-dedans plutôt parce qu'eux-mêmes
recherchent, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années, de nouveaux sites pour s'implanter. C'est tout ce qu'on peut se féliciter. Ces dernières années, on voit encore une fois plus d'industries qui ouvrent que d'industries qui ferment. Et ça faisait 20 ans que ce n'était pas arrivé, je crois, encore une fois, pour donner à quelques années près. Voilà, si ça répond à votre question. Merci François pour cette réponse très complète. On a une question devant monsieur. On est à la fin. Je vais être très rapide. Je voulais travailler les entreprises autour. Il y a quelque chose de fondamental avec ce qui a amené le Covid, c'est-à-dire le télétravail, ce que j'appelle le télé à distance. Je travaille en ce moment là-dessus sur la question du village coworking. C'est-à-dire que si les espaces qui sont actuellement libérés ne peuvent pas permettre aux entreprises, grâce au travail en distance, de pouvoir permettre aux employés qui habitent à tel et tel endroit de venir travailler à tel et tel endroit, donc ne pas utiliser leur voiture ou peut-être utiliser un bus qui les ramènerait, donc être à distance et de créer un village avec plusieurs entreprises qui puissent travailler au même endroit. Vous voyez ce que je veux dire? C'est rapide, ouais. Mais je crois que je viens... Non, pas de souci, c'est un constat. Votre question est plutôt adressée à François. Je sais qu'Anaïs travaille sur ce sujet en ce moment. Je m'attendais à que vous y abordez... Oula, j'ai du mal ce matin. Ouais. Vous abordez le coworking, parce que toutes les entreprises sont touchées par ça. Moi, je le vois, j'ai tourné dans pas mal d'entreprises, et c'est vrai que beaucoup de salariés sont en télétravail, à distance. Donc, à partir de là, est-ce qu'on ne réfléchirait pas justement par rapport aux friches de travailler des centres de coworking littéralement avec des accords avec toutes les entreprises? Ça peut être des accords entre les entreprises énergétiques, finances et tout ça. Je ne sais pas quelle forme ça peut prendre. Mais en fait, l'industrie, je vais me permettre de prendre un peu les devants, mais l'industrie est concernée de manière très particulière sur ce sujet qui mériterait probablement une autre table ronde. Les gens qui travaillent dans les usines, aujourd'hui, on a un problème, et Anaïs, on a beaucoup parlé récemment, elle travaille sur ces sujets. Les gens dans les usines, c'est pas facile de les faire travailler ailleurs qu'à l'usine. Donc c'est impossible. C'est pour ça que l'idée n'est pas de botter en touche, monsieur, mais j'ai le sentiment qu'on va pas réussir à répondre à cette question maintenant. La démarche est très intéressante. On va devoir couper. C'est aussi pour ça qu'il y a des échanges après, donc restez dans les parages. Je voulais vous remercier à tous pour votre attention. Désolé de couper un petit peu le cours, mais le temps est passé vite. Je remercie naturellement tous les partenaires du cycle que j'ai mentionné au tout début de cette session. Un grand merci à Léonard de nous avoir accueillis dans ces superbes locaux du 12e arrondissement. Merci Anaïs, merci Isabelle d'avoir été là à distance. Et merci à François pour ces échanges franchement passionnants. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Merci beaucoup.